Bonjour, bonjour, bonjour ou même bonsoir, peu importe, on s'en fiche. J'espère que vous allez bien. Voilà, bon, j'ai pas eu le temps de très bien ajuster la caméra. Je suis en retard, oui, d'une dizaine de minutes, je dois l'avouer. Mais bon, tout ça c'était pour bien préparer ce qui allait s'en venir aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se live du 14 mars 2026. Il est actuellement 18h40 heure française. 17h40 heure UK. Bon, je vais pas m'amuser à donner toutes les autres heures. C'est bien comme ça. Voilà, j'espère que vous allez bien depuis même pas 24 heures. Ouais, deux lives d'affilée quand même, c'est assez fou. Bon voilà, écoutez, pour ma part ça va bien, ça va plutôt bien. Et donc comme vous pouvez le voir sur le titre, eh bien on va parler de Polytop. Donc ouais, alors j'ai eu un peu de mal à trouver un sujet à aborder. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, les polytopes, j'en ai pas vraiment parlé. J'en ai parlé un tout petit peu à travers la caractéristique de l'air. Mais je me dis que ça peut valoir le coup de discuter davantage sur ces objets plutôt, qui entremêlent pas mal de choses, mais qui sont plutôt, par leur définition, assez géométriques et aussi assez topologiques, mais qui peuvent amener pas mal d'autres intérêts, comme des intérêts combinatoires, en tout cas pour ma part. Mais il peut y avoir aussi des intérêts analytiques quant à déterminer des minimums. Ça aussi, c'est en cela que l'utilisation des polytopes peut être très utile. Donc aujourd'hui, je vous propose une simple entrée en matière sur les polytopes. On va probablement juste esquisser deux, trois choses sur les polytopes de manière générale quand on arrivera vers la fin, milieu-fin de ce que j'aimerais vous raconter aujourd'hui. J'aimerais d'abord vous démontrer en fait une propriété, si ce n'est le démontrer, je ne suis pas sûr si on ira jusqu'au bout de la démonstration, mais en tout cas, j'aimerais au moins vous amener les propriétés qui permettent de définir correctement les polytopes et en fait de faire une équivalence entre peut-être ce que vous pensez être un polytope et les différentes définitions qu'on peut apporter. Bien, alors je vais même être un tout petit peu plus précis sur ce qu'on va essayer d'esquisser. Ça va être le fait qu'un polytope euh, peut se définir de deux manières différentes. Donc je vais peut-être donner les définitions juste histoire de vous motiver quand même. Je pensais en parler plus tard, mais bon, je vais peut-être en parler tout de suite parce que j'ai envie de le dire maintenant. Je vais vous donner la définition de polytope, les deux définitions possibles de polytope, et je vais vous mettre un petit peu en avant, et c'est ça l'entrée en matière, pourquoi l'équivalence entre les définitions existe. Donc un polytope, ça peut se définir donc de deux manières, et en fait les deux manières sont les suivantes. La première, on pourrait la définir comme une enveloppe convexe. Hop. D'un nombre fini de points. Donc d'un nombre fini de points dans RD. Donc l'espace RD avec D supérieur ou égal à 1, bien sûr. Et je vois cet espace-là comme un espace euclidien muni du produit scalaire usuel. D'accord. Donc ça peut être une définition qui est valide de polytope, et une autre définition qui pourrait être donnée de la manière suivante. C'est une intersection, donc c'est un ensemble borné. Je vais écrire intersection bornée de demi-espace. D'un nombre fini de demi-espace. Donc borné, peut-être je devrais dire intersection bornée et finie de demi-espace. Alors qu'est-ce que j'appelle un demi-espace? En fait, vous prenez un hyperplan et vous coupez votre espace par rapport à cet hyperplan. Et vous allez considérer un seul des deux côtés de cet hyperplan. Donc un demi-espace, juste pour l'écrire,
c'est en fait vous considérez un hyperplan. Ici, les hyperplans sont donnés tout simplement par des vecteurs x qui vérifient un certain produit scalaire avec un vecteur fixé a. Et tel que ce produit scalaire vaut un truc négatif ou positif suivant ce que je veux regarder. Donc là, je vais peut-être mettre négatif, même si je pourrais changer le sens de l'inégalité, il n'y a pas de problème. Ça vient juste quand même pour en reparler. Un hyperplan, normalement, c'est défini comme noyau d'une forme linéaire. En fait, enfin en tout cas, si on veut généraliser la définition, autre que de dire que c'est de code dimension 1, une autre façon de le définir, enfin, donc c'est cette histoire de forme linéaire et de noyau de forme linéaire, mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a le théorème de représentation de Riesz qui permet d'assurer que n'importe quelle forme linéaire peut s'écrire via un produit scalaire avec un certain vecteur. Voilà. Donc là, ici, notamment en travaillant sur un espace euclidien de dimension finie, la propriété est vraie, et en fait, ça se généralise à des espaces de Hilbert. Voilà. Un hyperplan, ça peut toujours s'écrire de cette manière-là, avec A dans RD, non nul, bien sûr. Et alors j'ai écrit H, je me suis planté, ça H, c'est l'hyperplan égale 0. Et donc demi-espace, c'est justement changer l'égalité en une inégalité. Donc demi-espace, c'est justement regarder la même chose, mais en changeant l'égalité en une inégalité. Donc soit inférieur ou égal à 0, soit supérieur ou égal à 0, peu importe, ça c'est un demi-espace. Voilà. Notez que là, en ayant écrit inférieur ou égal à 0, bien sûr, je peux changer le sens en multipliant par moins 1 l'inégalité que j'ai sous la main. Donc ça met bien en avant qu'un demi-espace, je pourrais écrire l'inégalité dans le sens que je veux, peu importe. On va essayer de se poser la convention qu'on écrive les demi-espaces en mettant inférieur ou égal. Voilà. Donc voilà, alors de manière peut-être pas super évidente, parce que bon, peut-être qu'on peut visualiser ça, hein. Je peux vous faire un exemple, peut-être que ça aidera un peu à y voir plus clair. Alors faisons un exemple pour d égale 2, parce que c'est un exemple super facile à faire, assez visuel. Donc pour d égale 2, si je considère un ensemble de points, donc d'après la première définition, je considère un ensemble de points. Alors je pense que je devrais dire un nombre de points fini d'ailleurs. Je suis en train de réaliser. Parce que j'imagine que si je ne prends pas un nombre de points fini, je vais avoir des problèmes. Donc un nombre de points fini. Ok. Donc je prends un nombre de points fini. Voilà. Et je dois considérer l'enveloppe convexe de cet ensemble de points. Je vais en reparler d'ici peu. L'enveloppe convexe, c'est en fait le plus petit convexe. Donc on peut le construire, vraiment, vous allez voir, ça va très très vite. Mais c'est le plus petit convexe qui contient, ensemble convexe qui contient les points que nous avons. Et là, il se trouve que ce plus petit convexe, eh bien, ça va ressembler à ça. Hop là. J'ai oublié de lancer l'écriture. Tac, 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 tac. Vous remarquerez qu'il y a des points qui ne sont pas très utiles dans mon dessin. C'est normal. Donc voilà, ça serait la définition d'un polytope. D'accord, donc la définition d'un polytope, c'est exactement, donc la première définition, ça c'est la définition 1, c'est de prendre une enveloppe convexe d'un nombre fini de points. Hop. Et donc on doit prendre tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Je me permets de le colorier juste pour que ce soit joli visuellement. Et donc la deuxième définition, c'est de prendre donc des demi-espaces. Alors c'est vrai que j'ai manqué un truc, c'est que je devrais pouvoir prendre des demi-espaces affines. Important quand même. Ce qui change un tout petit peu, donc affine. Ce qui change légèrement mes définitions ici, je ne devrais pas mettre égal 0, ou inférieur égal à 0, mais égal à B ou inférieur ou égal à B, avec B un élément aussi réel. Comme ça me permet en fait, quand j'ai égal 0, ça donne un espace vectoriel. Enfin, pour égal 0, ça donne un espace vectoriel, donc ça va donner un hyperplan qui doit passer par 0. Moi, je veux considérer aussi des hyperplans qui passent par d'autres points et pas forcément par 0.
Et donc, pour considérer ça, ça veut dire que je considère des hyperplans que j'ai légèrement translatés d'un certain vecteur, et ce vecteur, je pourrais le déterminer à l'aide de la valeur b. Il faudrait juste que je trouve un vecteur tel que le produit scalaire avec a, ça donne b, par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment le fait de prendre mes hyperplans vectoriels et de les translater selon telle ou telle direction. Et donc là, justement, si je m'amuse à regarder, par exemple, je vais en dessiner un de... je vais en dessiner deux, allez. Donc je vais en dessiner deux. Voilà, si je prends par exemple cette droite qui est donc un exemple d'hyperplan en dimension 2, eh bien, je dois prendre comme demi-espace, a priori, le demi-espace qui se trouve par là. Alors je vais peut-être essayer de faire des remplissages différents. Alors, je vais faire des petits points. Voilà, donc là je prends le demi-espace associé à la droite rouge, et puis je pourrais faire un autre demi-espace donné, donc je vais en faire un deuxième juste histoire de bien compléter mon dessin. Tac, j'aurai mon deuxième, et puis je fais l'intersection avec ce deuxième. Donc là je vais faire, je sais pas, juste des traits comme ça, ouais, c'est pas si mal. Et donc si je m'amusais à le faire pour toutes les droites, parce que bon, je ne vais peut-être pas m'amuser à le faire pour toutes les droites, sinon le dessin va être moins joli qu'il n'est actuellement. Et bien si je m'amuse à faire ça pour toutes les droites et considérer les demi-espaces de ces droites, et je regarde l'intersection de ces demi-espaces, eh bien je peux faire en sorte que cette intersection-là corresponde exactement à l'enveloppe convexe que j'ai sous la main. Et donc c'est de ça dont on va discuter un petit peu aujourd'hui, c'est de montrer l'équivalence entre ces deux propriétés. Équivalence qui, il me semble, n'est pas super évidente de prime abord. Et à la fin, bon, dépendant du temps, je pourrais faire une petite ouverture en vous parlant d'un autre truc assez sympa sur les polytopes, notamment le fait qu'on peut les réaliser comme somme de Minkowski. On va voir si je vais avoir le temps de faire ça. J'ai encore un bug d'affichage. Est-ce que j'arrive à régler ça rapidement? Pas tout à fait. Ouais, pas tout à fait. Bon, je vais faire comme tantôt. Voilà, parfait. Tac. Donc on va chercher à démontrer l'équivalence. Alors je ne dis pas qu'on va faire tous les détails de preuve, parce que si on devait faire tous les détails de preuve, ça prendrait peut-être trop de temps. Mais je vais au moins vous donner 2-3 idées quant à démontrer cette équivalence. Donc, alors bien sûr, il faut que je passe à travers des définitions qui sont un peu classiques. Mais bon, je pense que c'est tout aussi cool de les revoir, histoire de se remettre dedans, dans le bain de choses qu'on connaît, hein, de toute façon, c'est toujours pratique. Donc, je vais parler de combinaisons convexes. Donc, une combinaison convexe hop, de n points. Donc, x1 jusqu'à xn dans Rd. Eh bien, c'est tout simplement considérer, et c'est exactement ce que vous pouvez imaginer, la somme des TI xi pour i allant de 1 à n, avec tous les TI qui sont positifs ou nuls, et la somme des TI qui doit être égale à 1. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une combinaison convexe. Et bien, on va rappeler aussi la définition d'enveloppe convexe. Hop, alors, si je parviens, voilà, super. On va rappeler la définition d'enveloppe convexe parce que ça va être utile. Donc si j'ai x, une partie de Rd, ouais. Alors on définit l'enveloppe convexe de x comme étant le plus petit convexe contenant x. Et c'est vrai que j'ai oublié de rappeler la définition d'un ensemble convexe. Alors je vais peut-être donner la définition d'ensemble convexe en même temps.
Donc un ensemble X sera dit convexe. Peut-être je vais l'appeler Y. Donc un ensemble Y ou C, parce qu'il est convexe. Un ensemble C de RD est dit convexe si et seulement si, pour n'importe quel XY dans C, le segment XY est encore dans C. Donc ça, c'est équivalent à dire, au passage, que les TI, alors que je ne fasse pas de bêtises, donc, définition de convexe, hein, donc ça veut dire que pour n'importe quel XY dans C et n'importe quel lambda dans 0, 1, pour vraiment coller avec les choses que vous connaissez bien, c'est lambda x plus 1 moins lambda y qui doit être dans C. Et ça, c'est équivalent aussi à être stable par combinaison convexe finie. Voilà. Donc en fait, on peut faire une récurrence à partir de ce qu'on a ici. On peut faire une récurrence pour montrer que l'équivalence marche aussi pour des combinaisons finies. Donc des combinaisons convexes finies. Alors de par ces définitions, on peut s'assurer qu'en fait, conv de x, c'est exactement égal à l'ensemble des... donc c'est l'ensemble des combinaisons convexes finies de points de x. Tac. Voilà, tac. Et donc, par définition, il est assez clair que cet ensemble-là, donc de combinaisons convexes finies de points de x, ça doit être inclus dans conv de x. Mais d'un autre côté, cet ensemble-là de combinaisons convexes finies de points de x, c'est un ensemble convexe. Du coup, comme on doit prendre normalement le plus petit convexe qui contient x, eh bien, on se retrouve finalement avec cette égalité. Alors, je vais checker les quelques notes que j'ai préparées quand même pour vérifier ce que j'aimerais raconter, les 2-3 choses que j'aimerais raconter. Alors, voyons. Alors, je vais peut-être faire un mini-exemple pour illustrer un théorème. Enfin, c'est pas un théorème, c'est plutôt un lemme plus qu'un théorème, mais j'aimerais vous montrer un petit truc un peu rigolo. Donc, si je considère... donc je vais encore continuer avec un exemple dans R2. Si je considère 4 points dans le plan, j'affirme, et c'est ça que dit Radon, je vais peut-être même l'écrire, donc c'est le lemme de Radon. J'affirme qu'il existe 2 sous-ensembles de mon ensemble de points qui sont disjoints et tels que les enveloppes convexes s'intersectent en un ensemble non vide. Voilà, c'est assez rigolo comme petite propriété. Et donc là, ici, vous pouvez le trouver. Donc si je m'amusais à prendre mes 2 ensembles comme étant celui-là et celui-là, bon là, ça marche pas. D'accord. Si je prends l'enveloppe convexe, je me retrouve avec juste les segments comme ceci. Donc on n'est pas content. Mais par contre, si je prends cet ensemble-là avec cet ensemble-là, bon là, je prends les enveloppes convexes. Et là, magie, on a une intersection. Voilà. Hop. Et donc c'est ça que dit le lemme de Radon. Donc je pense l'avoir dit correctement. Donc si je considère A, alors il faut quand même quelques conditions pour que cela soit possible, bien sûr. Il ne faut pas avoir un nombre de points trop petit, parce que si on en a un nombre trop petit, ça ne va pas marcher. Genre là, si j'avais 3 points, ça ne marcherait pas. Si vous réessayez la même question, répondre à la même question, mais avec juste 3 points, vous n'y arriverez pas.
Donc c'est vraiment important d'avoir un nombre de points en fait qui est légèrement, enfin, on pourrait dire qu'il est légèrement supérieur au nombre de points de la dimension. Là, je vais dire exactement égal. Donc je vais considérer A un ensemble de points. Donc je vais peut-être écrire comme ça. Un ensemble de D plus 2 points. Donc de RD bien sûr. Et donc il se trouve qu'il existe deux ensembles A, B, enfin peut-être pas A, B, c'est pas bien ça, B et C, deux sous-ensembles de A disjoints, tels que pourtant l'enveloppe convexe engendrée par B intersectée avec l'enveloppe convexe de C, c'est non vide. Alors, je regarde, est-ce que j'avais mis... Hop. Ouais, alors je pense que l'idée c'est un jeu à faire avec la dimension de l'espace. Hein. Vous avez un espace de dimension D. Vous pouvez d'ores et déjà supposer que les points sont affinement indépendants. Je vais le dire à l'oral, la preuve. Je pense que c'est pas trop mal. Donc l'idée de la preuve est la suivante, hein, je le refais. Vous pouvez supposer que vos D plus 2 points sont affinement indépendants, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance d'écrire un des points comme une combinaison convexe des autres points. Voire même un peu plus que ça, comme combinaison affine ici. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. Et là, comme je travaille à un espace de dimension D, et si je regarde un peu tous les vecteurs que j'ai, il va y avoir un vecteur qui va s'écrire en fonction des autres normalement. Donc si je regarde les vecteurs A1 à J, pour J allant donc de 2 à D plus 2, je vais avoir D plus 1 vecteur pour un espace de dimension D, donc je vais avoir une relation, je vais avoir une relation qui va être satisfaite par les différents vecteurs. Et en fait, il faut juste que je retraduise cette relation pour en obtenir une relation affine. Donc je vais avoir en fait finalement une somme de lambda I à I qui va valoir, donc si je note les points AI, je vais avoir une somme des lambda I AI, où les lambda I sont positifs. Je dis des bêtises. Ah non, les lambda I ne sont pas positifs, mais la somme des lambda I AI va falloir 0 avec la somme des lambda I qui est égale à 0. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on va avoir un petit problème sur cette propriété. Et après, il faut juste changer, s'amuser à interchanger les emplacements des lambda I qui sont positifs et des lambda I qui sont négatifs. C'est tout ce qu'il suffit de faire. Donc en fait, on peut, juste pour vous écrire une ligne, parce que peut-être qu'à l'oral, c'est pas très clair, mais l'idée, c'est vraiment de dire, j'ai mes 1, AD plus 1 qui sont affinement indépendants, AD plus 2, pardon, qui sont affinement indépendants. Et à cause du fait qu'on a trop de points par rapport à notre espace, donc on peut normalement assurer que la somme des... donc les vecteurs, si je regarde maintenant les vecteurs A1 à I, ces vecteurs-là forment une famille liée. Quoi qu'il arrive, cette famille-là va être liée. Pourquoi? Parce qu'on a trop de vecteurs. Il y a vraiment D plus 1 vecteur pour un espace de dimension D. Donc voilà, et ce qu'on va avoir alors, c'est qu'on va avoir une combinaison, donc on peut écrire, on va avoir une combinaison de la forme lambda I 1 à I, qui est égale au vecteur nul. Ça marche. Avec du coup la somme des lambda I qui est égale à 0. Et ça va induire une combinaison affine, hein, donc avoir ce vecteur-là, c'est la même chose que de faire AI moins A1. Hein. Donc on peut vraiment réécrire comme une combinaison affine, ça va impliquer du coup une combinaison affine, si je pouvais le réécrire un peu autrement,
des mu i, des mu j à j, pour j allant donc, là ici i allant de 2 à d plus 2. Et donc ici les lambda i sont non tous nuls, hein, bien sûr. Non tous, je sais pas pourquoi j'ai mis non tous nous, mais non tous nuls. Vous arrivez? Et donc les mu, on va se retrouver avec ça, donc j allant donc de 1 à d plus 2, qui va me donner le point 0. Et donc tout ce qu'il me suffit de faire, c'est de trier les coefficients positifs avec, enfin d négatif. Et une fois que j'ai fait ce tri, alors positif strict, négatif strict, et puis bah, la somme des coefficients positifs stricts est la même que la somme des coefficients négatifs stricts, donc je pourrais diviser par cette somme et me retrouver exactement avec deux combinaisons. Donc ça va permettre d'avoir en effet nos deux ensembles B, donc ceux qui vont avoir un coefficient positif, ça va me donner les points B. Ceux qui ont des coefficients négatifs, ça va me donner les points qui sont dans C. Et donc on va se retrouver avec en effet conv de B interconv de C qui va être non vide, étant donné qu'on aura réussi à obtenir une combinaison convexe des points qui sont dans B et des points qui sont dans C qui vont être égales. Voilà. Bon, finalement, j'ai écrit. Je n'avais pas prévu d'écrire, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est le lemme de Radon, qui est assez rigolo, sur cette petite propriété, qui dit que si on a un peu trop de points, alors on peut en fait finalement avoir des intersections entre les enveloppes convexes d'ensemble de points disjoints. Distincts. Ouais, ou disjoints, peu importe. Enfin, c'est pas vraiment peu importe, mais est-ce que je vais réussir à descendre? Ah, voilà. Nickel. Alors, donc ça c'est bon, ça c'était Radon. Tac. Alors il y a un autre truc un peu rigolo. Bon, ça par contre je vais peut-être pas écrire la preuve, mais c'est un peu une conséquence de propriété sur les hyperplans. Alors je vois que j'ai encore un petit bug. Hop. C'est un peu une conséquence d'un truc qu'on a fait sur les hyperplans il y a quelques temps de ça, en exercice je pense, en exo de colle ou petit exo de colle. Alors ça porte pas de nom, mais c'est un théorème. Et ce théorème dit la chose suivante. Donc si je considère... alors attendez, peut-être que je mélange... Ah oui, non. Ok, je mélange avec le théorème de Élie. Je vais peut-être pas l'énoncer tout de suite, le théorème de Élie. Je vais peut-être d'abord dire un truc important avant. Ok. Alors, je vais faire un exemple avant ça. Je vais reprendre mon exemple. En fait, je vais montrer qu'on peut décomposer notre polytope. C'est ça que j'ai envie de faire avant. Donc, disons que si je reprends mon exemple là avec mes 4 points et que je considère l'enveloppe convexe engendrée par ces 4 points, donc ça va donner tout simplement un quadrilatère convexe, précisons-le quand même. Donc ça va donner un quadrilatère convexe. Ce que je vais affirmer par le théorème qui va s'en suivre, c'est qu'on peut décomposer notre polytope en deux polytopes disjoints, donc notre enveloppe convexe en deux polytopes disjoints qu'on appelle, enfin ici c'est deux, mais en vérité ça peut être plus que ça, qu'on appelle des simplexes. Donc là ici je vais pouvoir décomposer en deux simplexes. Qui sont donnés donc par les deux triangles que vous voyez ici. Donc j'imagine que c'est ça la propriété. Je vais peut-être me permettre de quand même de vérifier que je n'avais pas réécrit des bêtises. Bon après je préfère la deuxième partie de ce théorème. Donc la deuxième partie de ce théorème
dit que l'enveloppe convexe de X peut s'écrire comme union disjointe. C'est ça dont je parlais ici en découpant en triangle. Union disjointe de D simplex. Ah oui, d'accord, je pense que je commence à mieux comprendre. Ok, donc en fait, si je veux décrire un point qui se trouve ici, je peux juste prendre les 3 points qui sont ici et faire l'enveloppe convexe des 3 points. Donc oui, c'est ça, c'est karatéodorie. Ok, j'ai été perturbé par pas grand-chose. Excusez-moi pour ça. Donc du coup, l'enveloppe convexe, en effet, c'est l'ensemble des points, des combinaisons convexes de D plus 1 point de X. Et là, les D plus 1 point ne sont pas fixes. C'est ça le truc, en fait. Je me suis fait avoir tout seul. C'est juste les D plus 1 point ne sont pas fixes. Je peux changer les D plus 1 point que je veux utiliser. Voilà, voilà. Et la preuve, c'est un peu à la karatéodorie. Hein. Ça, en fait, c'est le théorème de karatéodorie. Si je dis pas de bêtises, c'est exactement le théorème de karatéodorie. Donc si on a trop de points, encore une fois, on joue avec la combinaison linéaire. Enfin, le fait qu'on a un espace de dimension plus petite que le nombre de vecteurs qui sont en jeu, puis on joue de la combinaison, de la relation que nous avons pour pouvoir finalement enlever un des points qui était présent dans notre relation et se ramener à une combinaison convexe. C'est comme ça que ça marche, c'est une preuve par récurrence décroissante. Voilà. Ouais. Très bien. Ok. Alors après, pour en arriver enfin avec ces questions d'hyperplan, parce que bon, faut quand même essayer d'avancer jusqu'à ça, au moins, comme j'ai dit, c'était mon but pour aujourd'hui. Eh bien, il y a un théorème hyper important. Alors, théorème, c'est plutôt lemme. Un lemme hyper important qui se nomme le lemme de séparation. Et ça, je crois qu'on a eu l'occasion d'en parler, même si je pense pas avoir fait. Je ne sais plus si j'ai fait une preuve de ce truc-là. Je pense que j'en ai parlé parce qu'il y avait la question de projection sur un convexe fermé. Et du coup, j'ai dû parler à un moment donné de cette propriété. Euh, Je pense que j'en ai aussi parlé dans un autre cadre avec le choix de points aléatoires dans une enveloppe convexe. Il y a plusieurs exercices où j'ai pu en parler sans pour autant vraiment peut-être euh, éventuellement parler d'idées de preuve. Mais donc on a un lemme de séparation. Peut-être que si j'ai dû en parler d'une preuve, mais bon bref. On a un lemme de séparation qui dit la chose suivante. Donc si c'est un ensemble convexe compact de R, alors que je ne fasse pas de bêtises, de RD, je crois que c'est ça, hein, tout simplement, ouais, de RD. Et si je considère D un ensemble, lui, qui est convexe fermé, je n'ai pas besoin qu'il soit compact. Tel que l'intersection est vide. Alors il existe un hyperplan qui sépare D et C strictement. H, hyperplan. Hyperplan, alors attendez, donc hyperplan qui sépare strictement C et D. Alors qu'est-ce que je veux dire par un hyperplan qui sépare deux ensembles? Ce que j'entends ici, c'est que cet hyperplan-là, on a donc deux demi-espaces, et dans un des demi-espaces, on a C, dans l'autre, on a D. D'accord, donc si je dois donner un exemple, juste pour qu'on visualise un peu ce qu'il en est, toujours dans R2, si je considère un ensemble convexe comme ça, compact, et si je considère un autre ensemble convexe fermé, disjoint, comme ceci, donc là j'ai un premier ensemble,
Et là, j'ai mon deuxième ensemble. Eh bien, là, vous pouvez couper ces deux ensembles, séparer du moins ces deux ensembles, par un hyperplan. Alors, c'est ça visuellement ce que l'on entend pour notre propriété. On peut trouver un hyperplan tel que dans chaque demi-espace, on a un seul des deux ensembles qui est en jeu. Alors en fait, ce théorème, ça s'appelle le théorème, enfin ça peut s'appeler le théorème de Hahn-Banach géométrique. Et c'est un théorème super important en algèbre et en analyse aussi, parce qu'il y a une version analytique. Il y a aussi une version analytique de ce théorème de Hahn-Banach. Analytique. Et les deux sont liés. Pas de manière super triviale, mais les deux sont liés. Et donc ouais, alors donc ça c'est le théorème de Hahn-Banach, et ça peut se démontrer donc soit avec justement le Hahn-Banach analytique, éventuellement, mais ça peut aussi se démontrer totalement avec de la topologie, rien de ce qu'il y a de plus méchant. Donc pour vous donner une petite idée de comment ça va fonctionner, vous pouvez vous ramener d'abord dans le cas où D est un compact, et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le fait que la distance est une fonction continue sur votre espace. Et par conséquent, comme C croix D, donc le produit cartésien de C et D est compact, puisque C et D sont tous deux compacts, on peut assurer que la distance va atteindre un minimum. Et après, le but du jeu, c'est de montrer que cette distance, elle ne peut pas être nulle. Donc si je veux essayer de montrer que cette distance n'est pas nulle, donc je vais considérer X et Y qui sont deux éléments qui atteignent ces minimums, qui font qu'on atteigne ce minimum. Bon, la distance, je pense que ça va être assez direct. La distance, elle va être non nulle, puisque on sait que C et D sont disjoints. Donc là, le X et le Y que j'aurais pris, on aurait un problème, quoi, tout simplement. Le X et Y, si la distance était nulle, ça voudrait dire que X et Y sont tous deux sont tous deux égaux déjà, et sont tous deux dans C et D en même temps. Donc ça voudrait dire que les deux espaces ne sont pas disjoints. Et en fait, si on veut traiter le cas d'un convexe, donc je vais le faire sur le dessin parce que c'est clair. Si je veux traiter le cas d'un convexe, ouais, je peux faire ça. Si je veux traiter le cas d'un convexe compact avec un convexe fermé, ce que je peux faire, c'est pour chacun des points je vais faire des intersections en fait. Je vais prendre les points qui se trouvent dans mon convexe et je peux noter la distance. Je connais disons que je connais une distance donnée par les deux ensembles. Et ce que je peux faire, c'est regarder en fait finalement l'intersection entre un point de mon ensemble convexe avec comment dire, oui, je veux regarder la boule centrée en ce point, je vais le faire comme ça, la boule centrée en ce point de rayon assez grande pour qu'il y ait une intersection non vide avec l'espace qui est en jeu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'intersection de toutes ces boules à travers tous les éléments que j'ai dans mon convexe. Et ça, ça va me permettre de borner finalement la partie qui n'était pas bornée. Et en la bornant, j'ai un fermé borné donc compact. Et du coup, je me ramène au cas compact. Voilà comment on peut démontrer ici ce Hahn-Banach géométrique, que je trouve assez joli. Voilà. Et donc, ça, c'est des questions d'hyperplans justement qui commencent à séparer des objets. Ça va nous amener à ces idées de considérer des hyperplans qui permettent de vraiment séparer ce qui va être dans le polytope et ce qui va être en dehors du polytope. C'est un peu ces hyperplans-là qui séparent les espaces, qui va nous permettre petit à petit d'amener les hyperplans que nous avons besoin. Donc oui, alors le truc que j'allais mentionner, c'était plutôt le théorème, j'ai eu un mélange dans ma tête avec le théorème de Élie. Alors le théorème de Élie, je vais l'énoncer à présent. Donc le théorème de Élie dit la chose suivante. Si je considère n plus grand que la dimension de mon espace strictement et que je considère C1 jusqu'à Cn des ensembles convexes de Rd, hop, donc des ensembles convexes
de RD, qui vérifie une propriété un peu rigolote, c'est que si je m'amuse à faire l'intersection des CI pour I dans grand I, pour n'importe quel ensemble I de cardinal D plus 1, et que je sais que ces intersections-là sont non vides, et ben ça va impliquer que l'intersection de tous les convexes est non vide. Et c'est cette propriété-là, parce que j'ai commencé à dire ça, c'est cette propriété-là qui est un peu un analogue de la propriété sur les hyperplans. Je crois... alors, ouais, c'est pas tout à fait un analogue sur les hyperplans, mais je pensais à la propriété sur le fait que les espaces de dimension D s'obtiennent en faisant des intersections avec n-d hyperplans. Je pensais à cette propriété-là, mais c'est pas tout à fait ça en fait. C'est peut-être un petit peu plus subtil que ça. D'ailleurs, est-ce que je viens de dire une bêtise? Non, c'est ça. n-1, ça fera un seul hyperplan. Ouais, donc c'est ça, c'est ça. Donc l'intersection de n-d hyperplans, enfin n'importe quel espace vectoriel dimension D dans un espace de dimension n peut s'écrire comme une intersection de n-d hyperplans. Voilà. Donc c'est un petit peu différent ici. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le théorème de Radon. Donc il y a une preuve par récurrence ici à faire, où on montre qu'en fait, on peut se ramener à une sous-famille de convexes qui vérifie cette propriété-là, mais pour n-1 donc. Et pour cela, on utilise ensuite le théorème de Radon qu'on a mentionné il y a quelques instants. Enfin, plus que quelques instants maintenant. Ce théorème qui disait si on a un peu trop de points, alors on peut assurer un sous-ensemble de points disjoints tel que l'intersection est non vide. Donc on utilise ça en plus et ça permet de conclure. Et je crois qu'on peut le faire en prenant D plus un point distinct dans les intersections avec les différents convexes, en jouant avec le dernier, donc le Cn par rapport aux autres. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Ok. Alors, bon voilà, je pense que je vous ai quand même pas mal sensibilisé un peu au polytope. Bon, je vais essayer de faire une fin un peu correcte quand même à tout ça. Donc là, ces histoires d'hyperplans et tout ça, en fait, comme je l'ai dit, ça permet de démontrer donc toutes ces petites choses que je viens de faire, même si bon, il manque des détails. Enfin, c'est pas qu'il manque des détails. Alors, il manque des détails bien sûr, mais il manque surtout encore quelques petites propriétés. Mais donc, toutes ces propriétés plus quelques techniques permettent de démontrer que les deux choses sont équivalentes. Donc, c'est-à-dire les deux définitions qu'on a mentionnées plus haut, qui est de dire qu'un polytope, c'est la même chose que avoir une enveloppe convexe d'un nombre fini de points dans RD ou être une intersection bornée et finie de demi-espace. Ces deux choses-là vont être équivalentes. Et en fait, on peut démontrer beaucoup plus de choses sur les polytopes. Il y a plein de choses dont je pourrais parler, mais bon, voilà, question de temps et tout ça. Et puis aussi de préparation, je dois vous avouer, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Mais un truc dont j'aimerais parler, c'est le fait de pouvoir réaliser des polytopes comme des sommes. Parce que ça peut être assez rigolo. Mais en effet, il y a des polytopes qu'on peut écrire comme des sommes. Et en fait, n'importe quel polytope peut s'écrire comme une somme. Et justement, ça s'appelle la somme de Minkowski. Donc je vais me permettre de terminer avec cette dernière propriété sur les polytopes. Je pense qu'on aura l'occasion dans d'autres lives de reparler des polytopes et d'aller un peu plus loin que ce que j'ai fait là, en allant peut-être un peu plus dans les détails de certains points. Mais voilà, juste pour vous donner peut-être un truc assez rigolo concernant les polytopes et qui est, pour ainsi dire, un peu plus combinatoire, c'est le théorème de Minkowski
while, qui s'énonce dans un cadre très général en fait. Là, on est en train de travailler avec des polytopes, on pourrait considérer des polyèdres. Alors les polyèdres, c'est quoi la différence ici entre polytope et polyèdre? Alors c'est vrai que polyèdre, peut-être dans votre tête, vous pensez justement polytope. C'est ça le petit piège. Ici, polyèdre, ça serait la même chose, quasiment la même définition que la définition 2, sauf que je ne demande pas forcément à ce que ce soit borné. Donc c'est une intersection de demi-espace, une intersection finie de demi-espace, mais je ne demande pas forcément à ce qu'il y ait une bornitude. Je crois quand même peut-être... Alors peut-être qu'il faut que je parle de cône polyédrique quand même pour être un peu plus propre. Je dois faire des intersections peut-être avec des cônes polyédriques. Donc les cônes polyédriques, ce sont des cônes. Et les cônes, c'est quoi? C'est des points, enfin des espaces qui sont stables par combinaison positive. Alors, pas forcément supérieur ou égal à 1 ou des trucs comme ça, mais cette fois-ci des combinaisons positives de points qui sont dans mon cône. Je pense que c'est un truc comme ça normalement, si je ne dis pas de bêtises. C'est peut-être un peu plus subtil que ça, parce que normalement, d'un point de vue espace vectoriel, je dois faire juste des combinaisons positives de vecteurs qui sont dans mon espace. Donc ça, c'est la définition de cône en tant qu'espace vectoriel. Et je crois que si je veux parler de cône polyédrique, je peux changer juste l'emplacement du point. Donc peut-être que je peux juste me ramener au cône, donc être stable par combinaison positive de vecteurs. Et peut-être que je n'ai pas dit de bêtises en disant que c'était des combinaisons positives de ces points, mais bon, dans le doute, bref. Faudrait que je parle de ça pour pouvoir parler de polyèdre. Mais bon, on ne va pas parler de polyèdre ici. En tout cas, l'énoncé de Minkowski-Weill peut être généralisé. Et en fait, il s'énonce pour les polytopes de la manière suivante. Hop. Donc, de la manière suivante, tout polytope peut se réaliser alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un S à polytope. Donc tout polytope peut se réaliser comme somme de Minkowski. Je vais expliquer ce que c'est la somme de Minkowski d'ici quelques instants, avec un joli exemple. Comme somme de Minkowski de plus petits polytopes. Et en fait, ces plus petits polytopes, ça va être des simplex plus petits. Donc c'est des R simplex. Avec R plus petit plus petit ou égal à D. Donc on peut réaliser comme somme de simplex. Et en fait, bah, il y a des sommes plus intéressantes que d'autres que l'on appelle ce système de représentants. Du polytope. Et donc là, bah, je vais vous donner un exemple d'un système de représentants pour le polytope qu'on a vu tantôt, le quadrilatère ici. Tac, tac. Alors, en espérant ne pas faire de bêtises, hein, là, ça va être la question quand même. Alors, que je réfléchisse. Est-ce que je vais y arriver? Je vais peut-être juste faire un exemple, plutôt un autre exemple de construction de ce que c'est la somme de Minkowski, comme ça vous verrez un peu plus ce que j'entends par somme de Minkowski. Alors, si je travaille toujours en dimension 2, parce que je pense que c'est plus simple pour pouvoir faire les dessins, donc je pourrais très bien considérer... Alors, pour faire des sommes de Minkowski, il est important normalement d'avoir le repère et de placer les points vraiment dans ce repère, hein. Donc là, je vais préciser mon repère. Ici, c'est le point 0, 0. Et ici, ça va être le point, par exemple, 1, 1. OK. Donc, je considère ce segment-là. Et je vais faire la somme de Minkowski avec un triangle. Alors, pour le triangle, on va choisir quoi?
on va dire un triangle comme ça. Donc là, ici, on va dire c'est 1, 0. Et ici, c'est 0, 1. Alors, pour faire la somme de Minkowski, vous prenez un point de A, vous prenez un point de B et vous additionnez les coordonnées correspondantes. Donc maintenant, si je veux... hop, ça bug un tout petit peu. Si je veux donc dessiner quelle va être la somme de Minkowski de ces deux polytopes, eh bien, je vais me retrouver avec... Alors, que je fasse pas de bêtises. Alors, il faut vraiment imaginer qu'on translate. En fait, on va additionner à chacun des points d'un des deux ensembles les points de l'autre ensemble. Il faut vraiment imaginer ça. Donc, si on imagine ça, bah, en fait, on se rend compte qu'on est en train de translater. Donc, je vais dessiner d'abord A, comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Donc, si je dessine d'abord A, voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est que pour chacun de ces points dans A, on va translater, on va additionner à ça le triangle rectangle qui est ici. Alors, il faudrait que je le fasse un peu plus correctement pour être sûr de mes mesures quand même là. Mais on a un truc comme ça. Donc là, je l'ai additionné en 0, mais il faut que je fasse la même chose sur tous les points. D'accord, il faut vraiment faire la même chose sur tous les points et donc aussi jusqu'au point extrême ici. Tac, tac, tac. Et vous faites ça sur tous les points du segment A, ce segment que j'ai donné par A. Et donc ça va vous donner au final, donc là je vous ai donné juste l'idée globale de ce qu'il faut faire. Et donc bah, maintenant si je vais redessiner le résultat, hop. Alors là je vais avoir besoin des points, donc 0, 0, là, là. Et je vais avoir besoin de quoi tac, je vais avoir besoin de ce point-là et de ce point-là. Et je pense que c'est tout. Donc là, ça va être le point. Ici, ça va être le point. Oui, ça va être le point 2, 1. Et puis lui, ça va être le point 1, 2. Et donc la somme de Minkowski des deux polytopes, ça va me donner le polytope suivant. Alors, il faut que je le ferme correctement quand même. Tac. Tac, tac, tac. Et donc voilà à quoi ressemble la somme de ces deux polytopes. Donc là, je viens de calculer la somme de Minkowski de des deux polytopes que j'avais au préalable. Et donc, il se trouve que n'importe quel polytope peut s'écrire comme somme de Minkowski de polytopes plus petits. Donc là, ici, des R simplex avec R plus petit ou égal à D. Donc les simplex, c'est vraiment les briques élémentaires. En fait, c'est ça que ça signifie. Les simplex, comme on a pu le voir d'ailleurs dans une autre propriété, j'avais dit tantôt que l'enveloppe convexe était une union disjointe de D simplex. Bah, on voit vraiment que c'est les briques élémentaires de nos polytopes. Alors éventuellement dégénéré, donc dégénéré ça veut dire en fait avoir des R simplex plus petits. C'est des cas de figure où on va avoir des faces qui sont... enfin, on va avoir des R simplex qui sont... Donc on va avoir des D simplex où il y a des sommets qui sont dans certaines des faces. C'est ça qu'on entend par dégénéré. Donc oui, normalement je devrais dire une union de D simplex dégénérée. Mais bref, voilà. Et ce genre de propriété, par exemple, je trouve ça super amusant. Et ça permet aussi, parce que de manière un peu particulière, ça permet par exemple de démontrer des choses assez fortes concernant la construction de certains polytopes. Alors il y a plein d'autres trucs dont j'aurais pu vous parler sur les polytopes, mais je pense qu'il va falloir faire plus qu'un seul épisode, hein, clairement, comme c'est le cas pour d'autres sujets de toute façon. Mais je pourrais éventuellement parler de H vecteurs, de H vecteur et de F vecteur. Ah, je l'ai écrit en anglais, tiens. J'ai voulu écrire H vector. Donc, c'est H vecteur et F vecteur. Alors, F vecteur, c'est un peu plus simple à comprendre. F vecteur, vous faites un vecteur qui va encoder le nombre de points que vous avez, le nombre de faces, enfin le nombre de côtés que vous avez, enfin le nombre de segments plutôt, le nombre d'arêtes, le nombre de faces
de dimension 2, le nombre de faces de dimension 3, etc. etc. Vous encodez ça sur un vecteur, c'est ça qu'on appelle le f-vecteur. Et ce f-vecteur, il est en lien, pour permettre de faire le pont, en lien avec la caractéristique de l'air, puisque justement, une propriété de ces f-vecteurs, c'est que si on s'amuse à faire la somme alternée de ces, de ces coordonnées, on va se retrouver avec la caractéristique de Poincaré de l'espace en jeu. En fait, généralement, la dernière composante qui compose comme moins 1, enfin la première composante, je devrais dire, celle qu'on considère de dimension 0, pas dimension 0, dimension moins 1, parce que généralement on complète notre vecteur comme ça, on ajoute un moins 1 pour compléter un petit peu notre calcul. Mais bref, oui, il y a une somme alternée qui va apparaître et qui utilise ces questions de caractéristiques de Poincaré et donc des questions de homologie un peu poussées sur les polytopes. Et les h-vecteurs sont des cousins des f-vecteurs. Bon, c'est un peu plus tricky à définir. Bref, j'aurais pu vous parler de ça, j'aurais pu vous parler des cônes polyédriques et quelques propriétés qui sont liées à nos polytopes sur les cônes polyédriques. Donc justement là, la question de polyèdre que l'on pourrait définir de manière un peu plus générale. Bref, voilà, je pense que je vais m'arrêter sur ça, ça sera amplement suffisant pour aujourd'hui. De toute façon, je n'ai pas prévu beaucoup plus que ça. Bon voilà, j'espère que ça vous aura permis d'avoir une vue un peu globale, mais aussi un petit peu précise sur comment marchent les polytopes et comment ils sont définis. Donc c'était essentiellement mon but ici, c'était de bien rentrer dans les définitions et les quelques propriétés essentielles sur les polytopes qui permettent de jouer avec ces deux définitions, à la fois enveloppe convexe d'un ensemble fini de points et de l'autre côté une question d'intersection finie et bornée de demi-espace. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura permis de bien comprendre ces différentes choses, de voir aussi quelques propriétés géométriques qui ne sont pas si évidentes, mais qui sont assez rigolotes à voir, quoi. Et puis bref, on verra pour un prochain épisode sur les polytopes, hein. De toute façon, il y a d'autres épisodes qu'il faut que je fasse, comme les possèdes, comme l'homologie, l'homotopie, ce genre de trucs qu'il va falloir faire à un de ces quatre. Mais bref, voilà. Bon, de toute façon, l'écran peut commencer à bugger, c'est pas grave. J'en ai fini. Tac. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu de Parlons Maths. J'avoue que ça a été un peu tricky de préparer cet épisode pour moi parce que voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées pendant cette semaine et là aujourd'hui j'ai eu pas beaucoup de temps pour préparer cet épisode, ce qui explique aussi un peu mon retard quant au démarrage du live. Mais enfin bref. Bon voilà, écoutez, merci à vous d'avoir suivi le live si vous avez suivi le live, sinon d'avoir regardé la vidéo si vous l'avez vu en record. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end ou alors une bonne journée, une bonne semaine, dépendant de quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Donc portez-vous bien et à très bientôt.